Je précise quand même, nous sommes toujours avec le général Christophe Gomard. Bonsoir, député européen LR, ancien directeur du renseignement militaire et commandant des opérations spéciales. Nous a rejoint sur ce plateau, bonsoir Manaz Chirali. Vous êtes, bonsoir, sociologue, politiste et spécialiste de l'Iran. Et toujours Alban Mikosi, grand reporter, ancien correspondant à Rome et à Moscou. Et avant de parler de tout cela, on part tout de suite là où se joue notamment aussi l'issue de ce conflit, c'est à Washington. On vous retrouve Thomas Cuny, bonsoir. Thomas, ces derniers jours, Donald Trump a semblé paraître hésitant et a priori l'hésitation va se poursuivre peut-être même encore pendant 2 semaines, annonce la Maison-Blanche. Oui, vous l'avez dit, il n'y a toujours pas d'annonce à ce stade. Donald Trump a fait savoir cet après-midi qu'il se laissait 2 semaines pour prendre une décision sur une intervention ou non des États-Unis en Iran, estimant, je cite, substantielle la possibilité de négociation avec Téhéran, selon la porte-parole de la Maison-Blanche. Une annonce qui intervient après un nouveau conseil de sécurité qui s'est tenu là juste derrière moi avec les plus proches conseillers du président américain. Visiblement, Donald Trump semble privilégier la voie de la diplomatie, mais on reste toujours dans le flou, d'autant que cette décision aura un impact sur la politique internationale et sur la politique nationale, puisque ces derniers jours, les républicains se déchirent sur la décision que doit prendre Donald Trump. D'un côté, il y a ceux qui souhaitent une intervention militaire des États-Unis en Iran, notamment pour venir à bout du programme nucléaire iranien. Et puis de l'autre, il y a la base de l'électorat de Donald Trump qui, au contraire, ne souhaite aucune implication de l'armée américaine dans quelque conflit que ce soit, pour préserver le budget et les finances du pays et les allouer à des priorités nationales, notamment la lutte contre l'immigration. Merci beaucoup Thomas. Thomas Cuny en direct de Washington. Alban. Quand on a entendu Caroline Leavitt tout à l'heure, donc la porte-parole de la Maison-Blanche, il y a quelque chose qui est paru clair. D'abord, c'est quand même le signe d'un certain embarras à la Maison-Blanche. On dit souvent de Donald Trump qu'il n'a pas forcément le même avis à 9h du matin qu'à 4h de l'après-midi. Là, ce qui est clair, c'est qu'on en est à la 3e réunion en 3 jours dans la Situation Room, donc Conseil de sécurité américain. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de décision. Parce que Donald Trump, qui a régulièrement au téléphone Benjamin Netanyahou, mais aussi régulièrement au téléphone, par exemple, le prince héritier d'Arabie Saoudite, eh bien, il entend des discours différents et qui comprend bien qu'en vérité, il n'y a pas de bonne décision. Et comme il n'y a pas de bonne décision, eh bien, il sursoit en me donnant un nouvel ultimatum de 15 jours. Le problème, c'est que ces ultimatums, plus personne n'y croit. Il avait donné un ultimatum de 60 jours, il y a 70 jours. On a vu ce que ça avait donné. Il avait donné des ultimatums en Russie, il a donné des ultimatums un peu partout, avec peu de résultats. Ce qu'on sait, ce qu'on peut dire et qui apparaît peu dans les médias, mais c'est une petite révélation France Info, c'est que lorsqu'il a quitté le sommet du G7, vous savez, un peu brutalement, comme ça, il partait... Après avoir dit qu'Emmanuel Macron ne comprenait rien. Voilà, en substance, ça c'est un coup de patte amical entre chefs d'État. Il avait pour projet de monter une réunion avec Steve Witkoff et le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. Il en a été question, alors une rencontre où c'était pas clair, mais au moins qu'ils puissent communiquer. Un canal restait ouvert, d'où disait la Maison-Blanche. Oui, mais vous voyez bien que cette réunion, elle n'a jamais eu lieu, ce qui est le signe finalement d'une certaine impuissance politique des Américains. Manaz Chirali, que le destin de l'Iran, qui est déjà bien malmené entre plusieurs régimes, plusieurs forces autour de lui, dépendent de ce qui va se passer à Washington. Quelle est votre réaction ? Vous savez, le niveau de détresse en Iran était déjà tellement haut qu'on n'a pas attendu les attaques israéliennes ou la décision de Donald Trump ou quoi que ce soit. Ça fait 47 ans qu'un régime dictatorial, kleptocratique, idéocratique, criminel est en train de massacrer les Iraniens. Ça fait 47 ans que les Iraniens sont sous les pires des terreurs. Les 10 dernières années, il y a eu systématiquement des soulèvements dans ce pays, systématiquement des jeunes qui sont restés, qui sont sortis dans les rues, qui ont protesté pour demander leurs droits. Et la seule réponse était le massacre. Et je rappelle à vos spectateurs qu'en 2019, en 3 jours, on a massacré 3000 Iraniens. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que là, aujourd'hui, la détresse des Iraniens, mais ça fait 47 ans que les Iraniens vivent la détresse et personne n'en parle. Personne n'en parle. Et tout d'un coup, aujourd'hui, les gens sont devenus les avocats des Iraniens et ils se soucient de détresse d'une semaine de guerre.
une semaine de guerre. Monsieur, j'ai vécu 8 années de guerre, une semaine de guerre. Et après, on n'en parle pas. On ne parle pas de 47 ans de tuerie dans ce pays. 47 ans. Et tous ces gens qui sont devenus aujourd'hui les défenseurs des Iraniens, où ils étaient quand on massacrait les jeunes, quand on violait les femmes et quand on viole les femmes, institutionnalisé. Le viol des femmes dans les prisons iraniennes, c'est une loi, c'est institutionnalisé. Et juste, avant de revenir à vous, Général, on disait depuis plusieurs jours sur ce plateau, en ce moment, les Iraniens, c'est vraiment la double peine. Parce qu'ils ont une longue peine depuis, effectivement, vous avez parfaitement raison. Personne n'a jamais dit que la guerre est une bonne chose. Ah, tant mieux, on a la guerre. Il faut être complètement dénué de bon sens de parler comme ça. Personne n'a jamais dit que la guerre est une bonne chose. Mais je vous demande une seule chose. Imaginez la détresse d'un peuple qui pensent que la guerre pourrait ouvrir une brèche pour renverser le régime. Et juste, je veux revenir, si vous me permettez, sur quelque chose. Ceux qui disent on ne veut pas la guerre, on ne veut pas que le régime islamique soit renversé par une guerre. J'aimerais bien savoir qu'ils me disent par quelle manière. Ils disent ils ont peur du chaos. Non, j'aimerais bien qu'ils me disent juste une réponse, juste une question. J'ai le droit. Je voulais juste savoir par quelle manière ils souhaitent qu'ils partent. Par quelle manière ils souhaitent que la République islamique parte, en leur demandant, s'il vous plaît, partez, on ne veut pas de vous, on veut un régime démocratique. S'il vous plaît, partez, ils vont dire, ah d'accord, vous ne nous aimez pas, donc on va partir. Non, pendant 10 ans, les 10 dernières années, tous les 6 mois, les Iraniens étaient dans les rues en train de manifester contre ce régime. Ils se font massacrer systématiquement. Et ils n'ont pas réussi à renverser ce régime. Si le peuple pouvait le faire à main nue, en face d'un régime qui a 2 armées, monsieur, pas une seule. Il a 2 armées et des centaines de milliers de proxys. On en a parlé tout à l'heure, hein, l'armée conventionnelle et les gardiens de la rue. Et à chaque fois que les Iraniens étaient dans la rue, vous savez qui les tuait? C'était leurs proxys qui venaient de l'étranger, qui parlaient une autre langue et ne pas le persan. C'est ça le problème, le malheur des Iraniens. On n'en parle pas. On dit État israélien est un État qui a transgressé la loi internationale. Où était la loi internationale quand les femmes étaient violées, quand les femmes sont violées, quand les femmes sont massacrées, quand les hommes sont massacrés? Où est la loi internationale? Pourquoi ces avocats ne font pas appel à la loi internationale quand il y a tant de malheurs dans ce pays pendant 47 ans et une semaine de guerre, et là, tout le monde est en train de pleurnicher sur le sort des Iraniens. On reviendra à ce que vous venez de dire, Manaz Shirali. Général Gomar, je voulais vous demander, pour faire suite à ce que disait Alban Mikosi, sur cette incertitude, et puis Thomas Cuny nous en parlait depuis Washington, du commandement, chef suprême des armées, Donald Trump, et puis vous qui avez été au cœur de la machine de ces opérations. Vous êtes général, vous êtes un militaire, c'est le pouvoir politique qui donne les ordres. Est-ce que vous avez connu dans votre carrière des moments de flottement comme ça, entre le politique et l'opérationnel? J'imagine que l'armée américaine ne sait pas sur quel pied danser. Elle a préparé un plan d'action et elle attend le signal qui viendra peut-être pas. Je pense que là où Trump est gêné, c'est que le seul engin explosif ou bombe, c'est qui pourrait faire exploser, les souterrains ou les centrifugeuses, enfin, les centrales qui sont enterrées à plus de 80 mètres, en fait, c'est une bombe qui s'appelle la GBU-57, dont seuls les Américains disposent. Et elles peuvent être lancées qu'à partir d'un bombardé américain B-2, piloté par des pilotes américains. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que Netanyahou aiderait bien, Trump aiderait bien Netanyahou, mais ça le fait rentrer en guerre, puisque dès lors que vous volez au-dessus de l'Iran, que vous lâchez des bombes américaines à partir d'avions américains pilotés par un pilote américain, vous rentrez en guerre de fait contre l'Iran. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Il aurait été prêt à les donner, ces GBU-57, mais en fait, elles ne peuvent pas être utilisées à partir des avions détenus par les Israéliens. Donc je pense qu'il est là le hic. Et donc, il pousse la négociation tout en se disant « je ne veux pas intervenir » parce qu'il s'est fait élire sur le fait qu'il ne voulait pas rentrer en guerre, qu'il voulait désengager les soldats américains du monde entier pour se recentrer sur les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Donc je pense que là, il y a un vrai flottement, une vraie prise de décision qu'il ne veut pas prendre parce qu'il va à l'encontre de ce qu'il a annoncé depuis son élection et pendant la campagne qui a passé son élection. Alors tous les trois, je voudrais qu'on reparte sur le terrain pour poursuivre la discussion, notamment sur comment est-ce qu'on peut essayer de renverser peut-être le régime
de l'intérieur, sans forcément passer par des missiles sur la figure des Iraniens et des civils. Regardez ce reportage de notre correspondant à Jérusalem, Arnaud Miguet, sur la série de cyberattaques qui a eu lieu en Iran. On ne sait pas si les Israéliens, si le Mossad est derrière, mais regardez, c'est assez impressionnant. On en reparle juste après. À la télévision d'État iranienne, les présentatrices sont voilées. Le drapeau de la République islamique flotte sur l'écran. Mais hier soir, interruption des programmes. Des femmes se coupant les cheveux apparaissent, suivies d'appels à la population à descendre dans la rue. Voici ce que les Iraniens ont pu voir en direct pendant quelques instants. Un piratage satellite qui n'a pas été revendiqué, mais qui, pour la télévision d'État, ne peut venir que d'Israël. Si vous voyez des images suspectes, c'est que les signaux satellites du réseau sont brouillés par l'ennemi sioniste. Pour ce spécialiste en cybersécurité, cette attaque viendrait d'un groupe hostile au régime des Mollahs plutôt que des services secrets israéliens. Il semblerait que ce soit un groupe de hackers indépendants, peut-être basé en Iran, ou en tout cas qui connaît très bien le pays, car ils savent exactement ce qu'il faut pirater et comment le faire. Ces derniers jours, en Iran, attaque majeure sur une des plus importantes plateformes de crypto-monnaies, perte estimée 80 millions d'euros. Et contre la banque d'État, SEPA, tous les distributeurs d'argent paralysés. Des cyberattaques revendiquées par un groupe au nom perse traduit en français par moineaux prédateurs. Nous avons mené des cyberattaques qui ont détruit les données de la banque SEPA. Voilà ce qui arrive aux institutions vouées à entretenir les fantasmes terroristes du dictateur. Officiellement, ce groupe mystérieux de pirates est composé d'activistes indépendants, mais pour beaucoup d'observateurs, beaucoup d'opérations sont liées à Israël. À la différence de beaucoup de cyberpirates qui demandent des rançons et commettent des crimes, ce groupe a pour objectif de nuire au régime iranien. Cette guerre entre Israël et l'Iran n'est pas qu'une affaire de bombes, elle est aussi technologique. Surtout technologique. Manaz Shirali, je voulais regarder le reportage avec beaucoup d'attention. Vous me disiez, c'est pas la première fois. Ça c'est une technique. Je reprends la dernière phrase. C'est une guerre surtout technologique. Et là, l'histoire de hacker la télévision d'État, c'est arrivé très souvent. C'est-à-dire, ce sont les groupes de résistance qui sont à l'intérieur du pays. Ce sont les Iraniens. Les Iraniens sont très très forts. Les jeunes Iraniens sont très très forts en informatique. Vous ne pouvez pas imaginer. De telle sorte que quand ils parlent entre eux de technologie, moi personnellement, je comprends rien de tout. Ils sont très, très, très haut niveau. Alors donc, ce sont les groupes de résistance qui sont à l'intérieur de ce pays. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une preuve que les groupes de résistance existent sur place. Si, à cause de la terreur de la République islamique, on ne peut pas les nommer, on ne peut pas leur parler, on ne peut pas les dévoiler, ce ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Les groupes de résistance sont très forts à l'intérieur du pays. C'est la terreur qui ne nous permet pas de les dévoiler. Général Gomar, ancien directeur du renseignement, commandant des opérations spéciales. Ça, c'est, j'allais dire, on entre dans votre domaine d'action ou de compétences. Ça produit des effets aussi gros que des salves de missiles, peut-être plus encore. Oui, parce que l'influence, la guerre d'influence, l'intoxication, la désinformation, ça existe depuis longtemps. Les Russes en étaient les maîtres à un moment donné. Aujourd'hui, les résistants, je reste persuadé que ce sont des groupes de résistants iraniens, plus que d'ailleurs plus Israël, que le Mossad, par exemple. Oui, plus que le Mossad. Le Mossad fait autre chose. Ça, il laisse faire les groupes de défense iraniens. Les groupes de résistance. Ils peuvent les financer parfois, peut-être. Hier, j'ai vu deux Iraniens qui sont venus me voir au Parlement européen, me disant que la résistance iranienne était en fait très bien organisée. C'est pour ça que, de fait, je comprends que les gens aient peur du chaos post-élimination du régime des Mollahs. Mais en même temps, il y a une vraie résistance organisée. Il y a une vraie structure, j'imagine, un peu clandestine, capable de reprendre un pouvoir. Pas contrairement en Libye où il n'y avait pas de pouvoir, c'était des tribus, et contrairement à l'Irak où en fait il y a eu un combat entre sunnites et chiites, là c'est beaucoup plus, j'allais dire, réuni, on est plus en... Vous voulez dire que vous pensez, on en débat justement, vous pensez que, et si et seulement si, on en est encore très très loin, hein, le régime des Mollahs n'est pas tombé. Non. Mais s'il advenait que le régime des Mollahs s'écroule, vous pensez qu'il y aurait une structure qui pourrait monter Ce que j'ai compris hier dans la discussion avec ces deux Iraniens qui sont venus me voir à Strasbourg, oui. C'est ce que semble confirmer madame. Absolument, absolument. Je confirme à 100%. Et c'est vraiment... Vous savez, en Iran, les Iraniens, pendant 47 ans, étant donné qu'il y a eu beaucoup de fermeture de l'espace public, ils ont créé
un autre monde clandestin. Un monde clandestin vraiment sous la peau de la ville et donc à l'intérieur duquel on voit de temps en temps des manifestations de ce genre. Mais je vous rappelle aussi les caméras de la prison d'Evin, la prison la mieux gardée et la prison la plus terrible qui existe sur Terre. La prison politique du régime. Hein. Absolument. Ouais. Les caméras de la prison ont été hackées et on a vu des images. Mais on a vu des images qui sortaient de ces... Et donc, ça montre que la résistance iranienne est très forte, elle existe, et surtout, je pense que c'est une ignorance totale de comparer l'Iran avec la Libye, avec l'Irak. L'Iran, c'est l'Iran, c'est un pays avec 4000 ans d'histoire, ce n'est pas un nouveau pays, ce n'est pas un pays fictif. Vous savez, dans toute l'histoire de l'Iran, combien de fois les Iraniens ont vu les dynasties tomber, d'autres ont pris le pouvoir, des souverains tomber. Juste au XVIIIe siècle, entre l'interrègne des Qajar et des Safavides, les Iraniens ont vu le changement de 4 dynasties différentes en 50 ans. Et ils ont survécu. Le pays est resté le même. Ils ne se sont pas franchement entretués, parce qu'à l'époque, on ne se tuait pas comme aujourd'hui. C'était beaucoup moins. On tuait 10 personnes et puis voilà, une dynastie tombée. Donc, quelques massacres par le passé, partout. Voilà. Bon, pour vous dire qu'en fait, renversement de la République islamique ne fait pas peur aux Iraniens. Je ne vois pas quelques âmes sensibles qui comparent leur pays avec la Libye. Oh, on a peur. En fait, les seules personnes qui ont peur de devenir comme les gens de Libye, avoir le même sort que les Libyens, ce sont les dirigeants de la République islamique. Eh bien, tant pis pour eux. Alban. Alors moi, je mettrais un petit bémol, évidemment, mais on a déjà eu ce débat sur ce même plateau il y a quelques jours. Il est très difficile de mesurer ce que pense réellement la grande majorité de la population iranienne. Oui, il y a un pourcentage non négligeable de gens qui partagent l'avis de madame et qu'en gros, les mollahs, plus vite ils seront partis et mieux ça sera. On dit toujours 15-20% de la population. Je serais incapable de vous le dire. Juste dire que l'avis de madame, vous l'avez jamais entendu l'avis de madame, parce que madame est sociologue, elle ne parle jamais de son avis. Oui, mais il faut que j'ai lu vos livres et qu'on a débattu ensemble il y a 3 jours ici. Je tiens quand même à expliquer quand le sociologue parle, le sociologue normalement n'a pas le droit de dévoiler son propre avis. Le sociologue parle des résultats de ses enquêtes. Monsieur, ça fait 10 ans que j'ai créé un réseau minutieusement. J'ai un réseau et je parle au nom de mes 40 000 jeunes et pas plus que ça. Je n'ai pas prétendu de parler au lieu de 90 millions d'habitants comme vos invités de différentes couleurs qui viennent ici parler au nom des Iraniens. J'ai jamais dit que je parlais au nom des Iraniens. C'est dit, mais on en revient à ce que je disais. C'est très difficile de mesurer ce que pense réellement la population iranienne. On va dire qu'elle est diverse aussi dans ses expressions. Bien évidemment, un certain nombre de gens souhaitent que les mollahs s'en aillent le plus rapidement possible. Il y a aussi, on l'a vu dans le reportage de Maryse, des gens qui sont inquiets et qui ont certaines raisons personnelles de l'être, craignant qu'une anarchie succède à un pouvoir fort. On l'a déjà vu ailleurs. Est-ce que ça sera le cas de l'Iran? J'en sais rien. Et je crois qu'il faut rester très modeste. Nous, on n'en sait absolument rien. Ce qu'on peut dire en revanche avec certitude, c'est que l'Iran est un pays de 90 millions d'habitants et que c'est énorme. Et c'est pas ce qui se passe devant nos yeux est quelque chose qui a un intérêt mondial. Sans aucun mépris pour la Libye, les enjeux sont infiniment plus importants avec l'Iran qu'avec la Libye. Alors, on va juste repartir de l'autre côté, on en rediscute juste après. On va parler des Iraniens, on va parler des Israéliens. Bombardement sur un hôpital de Beersheva. Vous allez regarder le reportage de Luc Lacroix et j'aurai des questions pour vous trois après. Quand nous arrivons à Beersheva, dans le sud d'Israël, l'hôpital fume encore. Un nuage noir s'échappe du bâtiment touché. Vitres brisées et pompiers israéliens encore en train de combattre l'incendie. Tout un étage semble détruit. C'est un désastre. C'est un désastre. Ils ont frappé en plein milieu de l'hôpital. Il est un peu plus de 7 heures du matin. Une femme, surprise, filme l'impact du missile iranien. À l'intérieur, panique des médecins et des infirmiers. Il y aurait 57 blessés légers. Par miracle, la veille, les patients avaient été évacués du bâtiment où le missile est entré. Mais nous le constatons, les dégâts sont très importants. Ici,
des laboratoires d'analyse détruits. Nous y rencontrons ce spécialiste venu constater les dégâts. Ça, c'est le département de biologie. C'est un hôpital. C'est là où les gens travaillent, là où les gens viennent quand ils ont besoin d'aide, quand ils sont malades. J'ai pas vraiment les mots pour ça. L'Iran dit avoir ciblé des objectifs militaires, mais au cours de notre reportage, nous n'avons vu aucune trace de matériel militaire à l'hôpital et l'armée israélienne dément formellement. Nous sommes face à un hôpital civil qui a été bombardé sciemment par les Iraniens pour faire des victimes. Une menace prise au sérieux par tous les hôpitaux israéliens depuis les premières frappes. Le plus grand hôpital de Tel Aviv a transféré des centaines de patients sous terre dans le parking. Regardez le sol, il y a encore les marques des places de voitures. On est environ à 20 mètres sous terre, c'est très sûr. Tout ce qui se passe à l'extérieur, on n'entend rien, même avec les tirs de missiles. Des travaux sans cesse pour rajouter encore plus de lits. Aucune intimité, mais pour les parents de ce nourrisson, un sentiment de sécurité. Question à nos trois invités. Quand on voit là, en l'occurrence des blessés israéliens à l'hôpital de Beersheva, des Israéliens qui reçoivent des missiles iraniens là aussi sur la figure, Israël dit qu'il veut faire des frappes ciblées, on l'a vu avec cette campagne d'assassinat ciblé sur les dignitaires du régime, mais est-ce qu'au bout d'un moment, les Israéliens ne vont pas finalement beaucoup moins se préoccuper des civils iraniens? Je ne vais pas faire un parallèle avec Gaza, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir une fuite en avant des Israéliens en la matière, qui pour l'instant restent dans un ciblage précis? Personnellement, je ne crois pas. Je connais bien l'armée israélienne, j'ai échangé pas mal avec eux il y a quelques années maintenant, mais c'est une armée d'un pays démocratique. C'est des soldats qui ont à rendre compte, et des chefs qui ont à rendre compte au niveau politique. La population israélienne soutient cette opération actuelle parce qu'elle veut vivre en paix. Donc, en dépit des blessés et des tués côté israélien, ils se disent, mais si enfin ça pouvait finir ces menaces permanentes contre nous à travers les proxys de l'Iran ou à travers l'Iran lui-même, vite que ça cesse. Un peu dans le même état d'esprit que les Iraniens qui se disent, vite que les mollahs tombent, en réalité. Et je ne pense pas que les Israéliens veuillent taper sur les civils iraniens, ils ne le feront pas. Le colonel Rafovitz qu'on voyait là, qui est le porte-parole qui parle en français de Tsahal, il explique, il montre, et s'il montre cet hôpital, c'est bien pour bien montrer qu'en fait, c'était pas du tout une cible militaire comme les gens du Hamas l'ont fait. Oui, mais on sait comment fonctionnent des frappes. Il peut y avoir une frappe israélienne en Iran sur un commandant d'un gardien de la Révolution, et puis autour une école, et puis ça fera des dizaines de morts civils. Je suis pas sûr qu'ils le fassent dans ces cas-là. Je pense qu'ils vont cibler à l'endroit où ils sont sûrs de ne pas toucher les civils. Il y aura peut-être des civils touchés à côté, mais en tous les cas, le choix sera fait. Vous savez, le ciblage que j'ai bien connu dans mes anciennes fonctions, c'est quelque chose de très précis. Enfin, en tous les cas, côté français, on ne s'amusait pas à taper sur un endroit, on fait un périmètre autour pour regarder ce qui va être touché ou pas, est-ce qu'il pourrait être détruit. Est-ce que c'est comme dans les films qu'on voit, on est prêt, attention, non, il y a un enfant qui traverse, stop, c'est exactement ça. On annule. C'est exactement ça. Il y a des ratés parfois. Mais oui, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Oui, la procédure, c'est celle-là. Manat Shirali. Non, aucune, à mon avis, si vous permettez, aucune guerre n'est propre. Oui, on peut jamais dire qu'il n'y a pas de mort d'innocents. Aucune guerre n'est propre. Déjà, en une semaine, on a eu 580 blessés, morts civils quand même. Ce n'est pas du tout. Et d'autant plus que la population iranienne a été complètement délaissée par ses dirigeants. Il n'y a pas d'abri. Aujourd'hui, la pauvreté est telle que les Iraniens ne peuvent même pas quitter les villes. Quand le Tsahal annonce « on veut bombarder, vous devez quitter », où aller ? Quand la population est dans une telle détresse, vraiment ce genre d'annonce ne rime à rien parce qu'ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas se protéger. En plus, l'État, moi je pense que c'est l'État, a hacké les banques, soi-disant, pour que les Iraniens ne parviennent pas. Il a bloqué les banques pour que les Iraniens ne parviennent pas à sortir leur argent des banques. Donc il n'y a même pas de quoi acheter le pain quotidien aujourd'hui en Iran. Donc la situation est loin d'être propre.
La situation est catastrophique par la nature même de l'Iran et en même temps, les avertissements humanitaires de l'armée israélienne ne peuvent rien faire, ne peuvent pas protéger en fait la population iranienne. Juste dans les dernières minutes qui nous restent tous les trois, quand on en parlait hors antenne générale, vous me disiez les Israéliens, ils peuvent aussi avoir, ce qui est le cas peut-être d'autres armées, un complexe de supériorité. On l'a vu avec Gaza, l'armée extrêmement puissante israélienne qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, qui n'a pas vu venir Gaza. Est-ce que là, où Israël semble avoir, il y a un corridor aérien, l'aviation israélienne, elle entre dans l'espace aérien iranien comme dans du beurre, mais est-ce qu'il peut y avoir un complexe de supériorité israélienne et que Israël ne voit pas venir des difficultés futures, le grain de sable? Dans ce cas-là, je ne pense pas. Autant pour Gaza, je pense qu'il y a eu un relâchement et, j'allais dire, une sous-estimation de l'adversaire du Hamas, persuadé de l'avoir endormi en réalité. Côté iranien, c'est travaillé depuis tellement longtemps. Ils ont tellement travaillé leur cible. Ils ont éliminé un certain nombre de dirigeants avant. Ils avaient déjà été bombardés un certain nombre de cibles justement de missiles solaires pour permettre à leurs avions de pénétrer assez loin sur le territoire iranien. Donc non, je pense qu'on est dans un cas très différent où ça a été largement planifié, étudié, différents scénarios, ce qu'on appelle des canons conformes. Que se passe-t-il si telle chose arrive, etc. etc. Donc on n'est pas du tout dans le cas de Gaza où ça a été l'effet de surprise total parce que justement ils avaient mésestimé leur adversaire du Hamas. Moi je pense que Israël ne doit pas perdre la guerre sur le plan de communication. Il a perdu la guerre sur le plan de communication vis-à-vis de Gaza. Mais en Iran, si la guerre continue, si les Iraniens se sentent complètement excédés, cette opinion plutôt favorable que mes interviewés montrent, ils ont vis-à-vis d'Israël, il y a quand même un espoir de renversement de régime. Si cela dure, si leur souffrance continue, ça va basculer contre Israël, ça va être en faveur de la République islamique et là, Israël va perdre la guerre encore une fois sur le front iranien, mais en tout cas au niveau de communication. Donc si Israël a vraiment l'intention de garder l'opinion favorable des Iraniens, il faut qu'il fasse vite et ne faire pas durer, parce que le temps est contre Israël et ça peut être le piège qui se referme sur beaucoup d'aventures militaires extérieures. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois. On se reverra certainement sur ce plateau.